Bonjour et merci d'être là pour une conférence qui a pour titre « Salut, t'es clean ». On va devoir expliquer parce que quelqu'un qui n'est pas gay dans cette salle et qui n'aurait pas passé du temps sur une application de rencontre sexuelle pourrait ne pas savoir de quoi il s'agit. Donc on est là pour parler à bâton rompu d'un sujet intime. Donc je vous remercie tous les trois pour votre participation. Et on est ensemble pour 1 heure, donc ça va aller assez vite. Il y aura un temps d'échange dans 3 quarts d'heure, du coup. Donc à ce moment-là, vraiment, il y aura l'échange invité avec nos 3 invités du jour. Donc Fred Le Breton, écrivain, journaliste à la revue Remède, qui est ici. C'est le dernier numéro. Elle a 34 ans, c'est ce que tu me disais, la revue ? Oui, elle a été lancée en 1990. Ouais. Donc quelques années après la création de l'assaut. Et aujourd'hui, tu y travailles. Tristan Lopin, humoriste et homosexuel. C'est vraiment les 2 trucs qui me caractérisent. C'est vrai que... C'est déjà beaucoup. On pourrait devant dire tout le monde. pionnier de l'humour gay, parce que maintenant, il y en a plein qui sont arrivés à ta suite. Et engagé dans la lutte contre le VIH-Sida, dans des chroniques et dans tes sketchs aussi également, tu en parles. Et enfin, Thibaut Jędrzejewski, qui est directeur médical au 190. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est littéralement à l'angle de la rue en sortant de la Maison des Métallos. C'est un centre de santé communautaire. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? C'est bientôt les 15 ans. Oui, c'est en effet un centre qui a été créé il y a 14 ans et presque 15 pour au départ lutter contre le VIH dans la population HSH des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes en Île-de-France. Et aujourd'hui, ça se préoccupe beaucoup des personnes vivant avec le VIH et des HSH de manière plus globale sur de la santé sexuelle, mais aussi de la santé plus globale, mentale et addicto aussi. Pour bien comprendre les enjeux de cette discussion, Salut, t'es clean, on va commencer par lire ensemble des messages qui ont été recensés sur un compte Instagram qui s'appelle Seropo vs Grindr. Donc Grindr, c'est cette application de rencontre sexuelle et amicale et plus. C'est un compte Instagram qui a été ouvert par Fred en 2019 avec un camarade qui s'appelle Julien Ribeiro, qu'on salue. Et donc, pour ceci, donc je vais vous montrer, voilà, on va vous lire, on va vous interpréter des captures d'écran qui ont été publiées sur ce compte. C'est des échanges entre des mecs. Donc Tristan, tu as accepté de jouer les cons. Ouais. Et je tiens vraiment à rassurer tout le monde, je n'ai pas lu le texte avant. Donc on ne répète pas ici, répéter c'est tricher. Je vais jouer un connard pour la première fois de ma vie. Voilà. Mais donc tout ce qui est écrit en bleu, c'est Tristan qui lit. Ouais. Pour ceux qui connaissent l'interface Grindr, vous voyez un peu le bleu, le jaune. Et le jaune, ça va être Fred. C'est ça. Attention, il y a des smileys, donc il faut aussi mimer les smileys, sinon les gens ne vont pas voir. Wow. Ok, waouh, putain, je suis pas payé en plus. Hein. On va commencer, donc il y a échange numéro 1. Ouais. C'est bon ? Ok. T'es clean ? Bah écoute, oui, je fais toujours un lavement avant un plan. Ok. Mais je parle du VIH, etc. Écoute, les séropos sont clean. Non, les séropos sont clean et ne transmettent pas le VIH s'ils sont traités. Tiens, lis ça. C'est un lien vers une page de mon blog. Tu dormiras moins conne ce soir. Échange numéro 2. T'es clean ? Ça veut dire quoi, clean ? Test récent négatif. Alors écoute, le terme clean me dérange beaucoup dans ce cas. Quelqu'un de séropositif n'est pas sale. Quelqu'un de séropositif sous traitement est quelqu'un d'indétectable. Grâce à sa charge virale, il ne transmet pas le VIH. La population est très mal informée sur ce sujet. Waouh, t'es un peu trop sérieux pour cette appli, non ? Je ne pense pas, non. Échange numéro 3. Mignon, dommage que tu es séropositif. Oh, putain. Dommage que tu ne sois qu'une pauvre conne vivant en 1557. Alors, une conne qui vit à 1567 km de chez moi. Oui, pardon. J'avais pas lu la suite. Ouais. C'est le stress. Ouais, alors, il y avait 2 lignes. Oui, ça va. Je suis pas comédien. Il y a échange numéro 4. Alors, accrochez-vous parce qu'il est vraiment très con, celui-là. Alors, je veux dire clean dans le sens, pas de maladie, avec des tests réguliers, smiley qui pleure de rire, smiley qui pleure de rire. Allez. Alors, on ne dit pas clean, attention aux mots choisis.
Clean veut dire propre. Littéralement, la propreté se résume pas qu'à une douche et la propreté extérieure à un corps, mais aussi à celle interne. Un des traits de propreté peut être l'absence de maladie. Yes. Échange numéro 5. Donc là, je vous préviens, c'est un message extrêmement violent, extrêmement discriminant et agressif, mais ça vous donne une idée de la violence qui se propage sur cette application. Et ça, c'est pour moi. Et ça fait partie du sujet. Pas normal que je paye pour ta boîte de cachet parce que monsieur a décidé de se faire déboîter au jus. Waouh, excusez-moi, je suis désolé pour ce qui arrive. Bref, le jour où la sécurité ne pourra plus payer, faudra pas vous plaindre. Et puis ta blague, dans 15 ans plus de contamination, j'ai bien ri avec ça. Bref, que les séropositifs qui ont contracté la maladie car n'ont pas voulu mettre de capote ou qui se piquent ne devraient pas avoir de droit à des traitements gratuits, qu'ils crèvent simplement histoire d'économie ou qu'ils se payent leur traitement. Bloqué. Donc je précise, c'est des messages qui ont été partagés sur le compte par Fred. Et on va finir par un plus joli, puisque là c'était très difficile. Donc le dernier, échange numéro 6. D'habitude, j'attends de rencontrer en live pour le dire, mais puisque tu soulèves le sujet, je suis séropositif indétectable. D'accord, pas de problème. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Je tiens à préciser quand même que toutes ces captures d'écran, c'est des vraies captures d'écran qu'on nous a envoyées à Julien et moi quand on a lancé le compte Séropo versus Grindr il y a 5 ans. Et on en a reçu des dizaines, voire des centaines de ce genre. Eh bien, au moins le sujet est très bien posé grâce à ces captures d'écran et à ce travail que vous avez fourni et que vous fournissez toujours. Fred, toi, ton histoire, tu l'as écrite dans un livre qui s'appelle « T'as pas le sida, j'espère », qui est en vente ici, dans le hall, sous le pseudonyme de Fred Colby. Je vais lire un petit extrait d'un moment important de ton parcours, c'était en 2018. La marche des fiertés LGBT+, approche, et cette année, j'ai envie de marquer le coup. Je veux mettre en avant le concept de sérofierté, c'est-à-dire déconstruire la honte et les stigmates liés au VIH pour en faire une arme politique d'affirmation de soi. Je m'achète un mini-short rouge très moulant, on s'en rappelle, et je fais faire un t-shirt sur lequel est écrit de face « Séropo et clean » et de dos « Séropo et fier ». Alors, quelles sont les raisons qui t'ont conduit à ce moment-là de ta vie à prendre la parole sur la sérophobie ? Parce que moi j'ai été diagnostiqué séropo en 2009 et pendant longtemps, comme beaucoup de séropos, enfin du moins les premières années, j'ai vécu dans la honte, dans le secret, dans une mauvaise estime de moi. C'est quand j'ai rejoint l'association Aide en 2011 que j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait aucune honte à avoir. C'est dans cet asso aussi que j'ai découvert U égale U, c'est-à-dire indétectable égale intransmissible, etc. Avec les années, le fait de m'engager, de devenir militant, j'ai pris plus de confiance en moi. J'ai retrouvé l'estime de moi-même. Et à ce moment-là, en 2018, j'étais heureux, en couple, militant, etc. Et j'avais fait mon coming out séropo sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie d'aller un cran plus loin pour explorer le concept de sérofierté. Alors ça ne veut pas dire fier d'être séropo, ça veut simplement dire la fierté au sens politique, comme on peut être fier d'être LGBT, fier d'être noir, etc. C'est-à-dire le contraire de la honte et déconstruire les stigmates liés au VIH en fait. Et donc c'est passé par cette marche des fiertés avec le t-shirt et le mini-short rouge, puis un blog, et ensuite ce compte Instagram notamment. Donc il y a eu une montée en puissance de ta parole sur ce sujet-là. Oui, j'ai eu besoin pendant à ce moment-là, puis il y a eu mon livre aussi de beaucoup prendre la parole. Après, à un moment donné, j'ai décidé que je voulais aussi me préserver moi, parce que prendre la parole publiquement sur le VIH à la première personne, il y a des côtés positifs, il y a plein de gens qui vous encouragent aussi. Il y a aussi des côtés négatifs, notamment la sérophobie sur les réseaux sociaux. J'ai été insulté, tu l'as bien cherché, pourquoi tu parles de ton sida, j'ai reçu des menaces de mort, hein, j'ai dû porter plainte, j'ai dû supprimer mon compte Facebook. Donc la charge mentale aussi de prendre la parole à la première personne, elle n'est pas anodine en fait. Est-ce que tu dirais qu'avant Grindr, la sérophobie intracommunautaire, on peut dire, donc les gays qui insultent d'autres gays, était déjà présente dans ta vie, ou est-ce que c'est vraiment lié aux applications de rencontres, aux sites de rencontres? La sérophobie, moi je l'ai surtout connue dans ma vie sexuelle, dans mes rencontres amoureuses et sexuelles, avec le fameux T-Clean. Mais c'est vrai que
comment dire, sur les réseaux sociaux et sur les applis comme Grindr, il y a une forme de lâcheté en fait, parce que c'est souvent des comptes anonymes, etc. On se cache derrière un pseudo, derrière, etc. Et on va se permettre des choses qu'on ne dirait pas dans un sauna ou dans un bar. Donc effectivement, c'est beaucoup plus violent, je trouve, moi, sur les réseaux sociaux ou sur les applis de rencontre. Thibaut, en tant que médecin spécialiste dans la santé communautaire, comment tu vois cette violence qui est exercée par certains gays contre d'autres gays ? C'est une question très complexe. Moi, en consultation, en fait, justement, les gens, on les voit en vrai. Ils parlent pas de leur sérophobie. Et il y en a, c'est sûr, des personnes qui viennent se faire dépister et qui se comportent comme ça sur les réseaux. On les voit, c'est sûr. Après, on voit différents types de discours en consultation quand même. On voit des personnes quand même très paniquées, ou qui ont beaucoup d'idées reçues, qu'on met du temps à déconstruire, qu'il faut interroger. Enfin, là-dessus, il y a vraiment toute une démarche dans le soin qui est de ne pas braquer, qui est d'essayer de poser des questions, faire parler la personne pour justement petit à petit comprendre comment elle fonctionne et qu'est-ce qui détermine aussi ces idées-là. Mais il y a beaucoup d'irrationnel qui est construit sur plein de choses différentes et très différemment en fonction des générations aussi et des types de personnes qu'on peut voir. Et puis après, il y a aussi des personnes qui de toute façon ne veulent pas comprendre, qui sont dans le rejet et qu'on n'arrive pas à attraper. Et là, voilà, je pense qu'on peut aussi poser un jugement moral sur ces personnes. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a deux volets un peu à cette discussion. Et il y a aussi le volet de la sérophobie initiale, quand on est tout seul, qu'on est ado, qu'on découvre sa sexualité, qu'on n'y connaît rien. Tristan, je voudrais te poser des questions là-dessus. Comment grandit un ado qui se découvre gay dans les années 90-2000 et avec quel accès à la sexualité ? Puisque le sujet, c'est aussi l'information. Moi, j'ai grandi, ma sexualité, je l'ai découverte seule et j'ai pas l'impression, moi, en tout cas, à mon échelle, j'ai pas le sentiment d'avoir été accompagné. Que ça soit dans le milieu scolaire, on n'avait pas spécialement de cours d'éducation sexuelle ou affective comme il peut y en avoir aujourd'hui. Et même dans ma famille, l'homosexualité n'a pas été un tabou puisque mes parents, j'ai pas eu de crise pas possible quand je leur ai annoncé ça, mais la sexualité de manière générale, c'était pas un truc, que ce soit pour mes sœurs qui sont hétéros ou pour moi, c'est pas quelque chose dont on parlait de manière hyper libre. Je ramenais pas mes petits copains ou elles, leurs petits copains à la maison pour dormir. Il y avait un truc un peu sacralisé autour de ça. Donc moi, je l'ai découverte un peu solo et je pense que c'est ce qui fait que parfois on peut faire de mauvaises rencontres et qui fait que aussi il y a plein de jeunes qui peuvent être justement ceux qui peuvent se confronter à leur séropositivité assez tôt parce qu'ils ne sont pas éduqués et ils n'ont pas les clés, quoi. Et toi, tu as l'impression que quand tu étais... Enfin, tu me disais, il y a un petit côté hypocondriaque chez toi. Est-ce que du coup, cette peur du virus, elle s'est manifestée comment ? Elle s'est manifestée assez tôt parce que moi, j'ai eu une sexualité assez tôt. Et que du coup, comme forcément on n'en parlait pas parce que, comme je le disais, la parole n'était pas hyper libérée sur le sujet, moi j'ai dû aller chercher un peu les réponses là où je pouvais les trouver. Et à l'époque, c'était encore, moi j'ai toujours vécu à Paris, donc il y avait déjà plein de centres dans lesquels, quand on cherchait un peu, on pouvait aller se faire dépister ou avoir des renseignements. Mais moi, je me souviens être allé seul dans des endroits de dépistage en me disant il faut que je le fasse et en ayant cette peur clairement d'avoir chopé quelque chose, que ça doit y avoir le VIH ou d'autres maladies. Mais j'avais vraiment, moi, ce sentiment. Bon, encore aujourd'hui, j'ai rapidement un cancer généralisé, mais j'avais vite le sentiment, dès que j'avais un rapport sexuel avec un garçon, que j'avais forcément chopé quelque chose, quoi. Et je pense que ça participe de la culpabilité, de manière générale, qu'on peut avoir sur sa sexualité, particulièrement une sexualité qui n'est pas normale, entre guillemets, surtout à l'époque. Et du fait qu'on est très mal renseigné, quoi. Donc oui, moi j'avais peur d'être malade, ouais. Dans le centre de santé, le 190, est-ce que on pourrait imaginer que le niveau d'information est un peu supérieur à la moyenne de la population ? Est-ce que c'est le cas ? Et
Et dans tous les cas, où est-ce que tu situes les lacunes dans l'information chez les patients? Chez les personnes qu'on suit, oui, clairement, on voit des personnes évoluer sur leur position, sur leur manière d'appréhender leur partenaire, la sexualité et la culpabilité, la honte vis-à-vis de leur nombre de partenaires, du risque IST. Ils refont la part des choses entre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH, qui sont quand même pas tout à fait la même chose. Et ça, même chez les soignants, c'est encore pas toujours, en termes de gravité, pas toujours bien clair non plus. Donc oui, les patients qu'on suit, ils évoluent, il y a des choses qui se passent. Après, on a quand même un renouvellement de notre file active tous les ans entre 40 et 50%, donc on voit beaucoup de gens pour la première fois. Et ces personnes-là, clairement, on fait ce qu'on peut avec ce qu'ils nous apportent sur une consultation, mais on peut être confronté à des situations oui, assez difficiles, cocasses, compliquées. Et il y a des personnes qui mettent beaucoup de temps à bouger. Il y a quand même pour certaines générations, je pense qu'on peut vraiment parler, chez certaines personnes, on peut vraiment parler de trauma. Il y a un impact de la peur que a généré le VIH et les IST, mais particulièrement le VIH. Quand on a 10 ans, 12 ans et qu'on se construit avec des visuels qui parlent de la mort autour de la sexualité, en fait la sexualité et la vie affective, elles ne se construisent pas de manière sereine. Donc quand c'est aussi ancré, quand c'est aussi, et puis tout le contexte de l'homosexualité autour et de l'acceptation et de pour des personnes pour qui, des jeunes qui peuvent pas en parler, chez qui il n'y a pas d'éducation sexuelle, qui s'enferment là-dedans, qui se construisent tout seuls avec ça, ça peut être vraiment catastrophique pour la vie sexuelle et affective adulte. C'est quelque chose dans lequel tu te reconnais, toi, Fred, par exemple, dans la construction de ta sexualité plus jeune? C'est la psychanalyse aujourd'hui. Hein. Ici, on est en séance. En tout cas, moi, je voulais saluer le travail du 190 parce que moi, quand j'ai découvert ma séropositivité en 2009, c'était compliqué avec les soignants, en fait, aussi pour en parler. Et le 190, j'y suis allé pour la première fois, je crois, en 2011. Ils ont ouvert en 2010. Hein. Et ça a été le premier centre, vraiment, où j'avais des médecins qui me comprenaient, où j'avais des patients qui étaient comme moi, où j'avais des affiches avec des PD, où on parlait de santé sexuelle. On pouvait dire qu'on avait 10, 20, 30 partenaires sans qu'on nous juge. On pouvait revenir tous les 3 mois faire un dépistage des IST sans qu'on dise encore vous. Et ça, c'était assez extraordinaire. Aujourd'hui, c'est assez commun avec les CJ, et puis il y a les CESAC, il y a les centres de santé sexuelle communautaire, mais le 190, ça a été les premiers à le faire. Et la santé sexuelle communautaire, c'est hyper important quand on est PD et quand on est séropo. Et Tristan, tu me disais justement, pour finir sur cette peur, cette sexualité dans laquelle les gays sont quand même assez seuls, découvrent ça de manière assez seule. C'est une expérience très partagée, dont on ne parle pas beaucoup finalement, qui n'est pas très connue du grand public. Tu m'as dit un truc au téléphone par rapport à ta famille. Quitte à être homosexuel, il fallait être nickel et faire hyper attention. Et il y a le terme nickel qui est sorti comme ça, qui fait référence à notre thème clean. Est-ce que tu penses qu'aussi, quand on grandit gay, il y a une espèce d'hyper-vigilance? Comment tu la décrirais, ce truc? En tout cas, moi personnellement, parce que je parle que d'après mon prisme, mais oui, j'avais un peu ce truc de déjà la culpabilité de pas être tout à fait dans la norme. Et du coup, forcément, on se dit toujours que, le premier réflexe, moi, que j'ai eu, c'est de me dire, mais je vais leur faire de la peine, ça va être terrible pour eux, parce que du coup, ça va briser le schéma, tout ce qu'on projette, j'imagine, sur ces enfants, qui malheureusement se passe pas toujours. Et du coup, j'avais le sentiment de plus être tout à fait irréprochable, alors que c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment très à cœur de répondre à toutes les attentes et d'être le petit garçon bien lisse qu'on voulait que je sois. Donc oui, moi j'avais cette culpabilité. Donc en plus, c'est vrai que je me suis dit, putain, mais si en plus je leur dis que je suis malade, mais ça répond déjà à tous les clichés que eux vont avoir. Et du coup, j'ai pas du tout envie de correspondre à ces clichés-là. Et du coup, j'étais dans la surprotection. Oui, en plus de l'hypocondrie qui fait que de toute façon, j'ai pris beaucoup de précautions.
Fred, c'est quelque chose dont tu parles dans ton livre d'ailleurs. Ouais. Ben, j'aimerais bien rebondir parce qu'effectivement, quand t'es gay, on te bassine pendant toute ta jeunesse, etc. Fais gaffe au sida. Et moi, c'est vrai que j'ai habité Paris, j'étais plutôt informé et j'ai quand même contracté le VIH. Donc il y a un sentiment d'échec quand même. Il y a un sentiment d'échec qu'après on analyse en fait. C'est pas pour rien que j'ai contracté le VIH à ce moment-là, un moment de rupture amoureuse, de solitude, de mauvaise estime de moi. C'est documenté. Les gays sont surexposés au VIH par rapport à la population générale. Mais sur le coup, on le vit comme un constat d'échec et son entourage vous le fait sentir aussi. C'est-à-dire de façon maladroite, hein, mais quelqu'un qui va dire mais comment ça a pu t'arriver à toi? Voilà. Donc ça rajoute de la culpabilisation à un moment où on est déjà très vulnérable en fait. Donc effectivement, ouais, c'est... Est-ce que tu fais une différence entre la sérophobie de la société et la sérophobie dans la communauté gay? Bah déjà, moi je fais un distinguo dans la sérophobie. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la peur du VIH, la peur irrationnelle parfois, parce que voilà, c'est depuis des années le SIDA, la mort, etc. Philadelphia, on a tous ces images en soi. Et puis il y a le rejet bête et méchant de gens qui veulent être vraiment méchants. Et pour moi, c'est pas la même chose. Parce que la peur irrationnelle, ça se travaille en fait, avec de l'information, avec de la pédagogie. Moi, ça m'est déjà arrivé sur Grindr de passer 1 heure à parler avec un mec pour lui expliquer U égale U, etc., le TASP, la PrEP, et à la fin, il me remercie et il va changer sa bio. Dans sa bio, il avait mis cherche mec clean, il va l'enlever. Inversement, ça m'est arrivé de parler 30 secondes, de me faire insulter, et le mec, il me bloque. Donc c'est pas la même chose en fait. La sérophobie, ça englobe plein de choses différentes, je trouve. Tu disais d'ailleurs que sur Grindr, tu avais fait l'expérience de créer 2 comptes différents, un où tu parlais de ton statut sérologique et l'autre non. Si tu veux oui, c'est une expérience intéressante parce qu'en fait, quand on met son statut sérologique, on va choper moins. C'est vrai. Hein, j'ai pas fait d'études sociologiques, mais voilà, il suffit de le faire pendant 1 semaine et j'ai des potes qui l'ont fait aussi. Et c'est intéressant. Et en même temps, ça permet de faire du tri aussi sur les personnes, pas forcément bien intentionnées. Mais pour vous dire un exemple, un jour sur Grindr, un mec me demande si je suis clean. J'avais pas mis mon statut sérologique dans ma bio et j'avais pas envie de faire de la pédagogie parce que la charge mentale de devoir faire de la pédagogie, parfois, elle est fatigante, en fait. Donc j'ai répondu oui, je suis clean, en fait. Et le mec, 1 semaine après, il voit mon compte avec VIH indétectable, il me dit tu m'as menti. Je dis ben non, je t'ai pas menti, moi je me considère pas comme sale, en fait. Je prends un traitement tous les jours, ma charge virale, elle est indétectable, je te fais courir aucun risque. Donc pour moi, c'est ta question qui est bête, en fait. Il faut renvoyer aux autres la bêtise de cette question, en fait. Est-ce que quand on est médecin spécialiste de santé communautaire, de VIH, on est immunisé contre la peur du virus? Enfin, comment tu as grandi, toi? Parce que tu es le seul à ne pas nous avoir parlé de tout ça. C'est ton tour. Non, moi j'ai grandi aussi avec la peur de ça. J'étais pas encore médecin quand j'ai... Ah bon? Non. Et je me suis rendu compte très tôt de mes attirances affectives et sexuelles. Et du coup, pareil, j'ai vécu... alors, je dirais pas que j'étais hypocondriaque, mais quand même, ça m'a vraiment construit aussi, cette peur-là. Je pense qu'on est à peu près de la même génération. Mais je pense que, encore une fois, ça construit les gens différemment en fonction des générations. Enfin, on voit vraiment une grosse différence entre les personnes qui avaient déjà une sexualité au moment de l'apparition du virus, qui ont vu leurs amis mourir, et puis les jeunes d'aujourd'hui qui, pour le coup, arrivent à un moment où justement on parle de U égale U, et où il y a la PrEP, et où on parle même de PrEP injectable, et où le préservatif est enfin plus le seul moyen de protection. Ou l'abstinence d'ailleurs, parce que c'était quand même aussi beaucoup ça. Et du coup, oui, je me suis construit avec ça. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de mes études, mais en fait, c'est pas la médecine vraiment qui m'a appris U égale U, c'est les personnes séropositives que j'ai rencontrées. Et puis c'est aussi une démarche, je pense justement, c'est ce qu'on disait, c'est un positionnement en fait, c'est d'aller écouter les personnes, comprendre ce qu'elles vivent, qu'est-ce qui se passe quand on vit avec le VIH,
qu'est-ce que ça implique, et c'est là en fait que les choses aussi se désamorcent, et finalement en parallèle, moi je dis constamment que finalement dans mes consultations, ce qui me permet de mener à bien mes consultations aujourd'hui dans un centre de santé sexuelle communautaire, c'est ma position de médecin, mais c'est aussi ma position communautaire. Et donc, on ne parle pas que de médecine, en fait. On parle aussi de vécu, de manière de voir les choses, et ça résonne aussi sur des expériences personnelles. Je ne parle pas de mes expériences personnelles à mes patients, mais j'utilise mon expérience personnelle et les expériences autour de moi dont j'ai pu qui m'ont formé en fait pour accompagner les autres. Parce qu'il y a donc cette charge de à la fois avoir peur et puis aussi se former un peu tout seul quand on est encore en découverte. Par exemple, U égale U, donc indétectable égale intransmissible. Toi, Tristan, est-ce que tu te souviens quand tu as eu accès à cette information? Je ne sais pas au niveau médical quand est-ce qu'elle a été propagée de manière... 2008, enfin c'est sorti en 2008, mais c'est... Voilà, c'est surtout en 2014 avec l'essai partenaire que ça a commencé à diffuser. En vrai, c'est 2008 justement, et le 190 était assez pionnier là-dessus parce que le but c'était de se dire on traite toutes les personnes chez qui on découvre une séropositivité tout de suite pour à la fois leur santé et pour réduire les transmissions. Mais en fait, il y avait encore beaucoup de réticences aussi dans le milieu médical et associatif en 2008 sur cette question-là, jusqu'à Partner justement. Donc ça a mis quand même 6 ans à s'acter, et même encore, tu dis 2014 Partner, mais en fait, il y a encore des médecins aujourd'hui, alors il y en a de moins en moins, mais qui disent que en fait, le risque zéro n'existe pas, ou qui mettent les partenaires de personnes vivant avec le VIH sous PrEP, ce qui n'a aucun sens en termes de transmission, puisque de toute façon, il n'y a pas de risque. Donc nous, on voit des personnes arriver au 190 qui sont mal informées, qui ont encore peur alors que les données sont claires, et on est 10 ans après. Toi, du coup, tu te rappelles de quand tu as capté ça? Est-ce que ça a été tout de suite intelligible pour toi? Est-ce que tu t'es dit, ah ok, c'est bon, c'est compris, c'est digéré? Alors oui, ça a été intelligible tout de suite, mais je me souviens pas quand c'était, mais je pense que c'était... parce que je bosse souvent quand même avec Ed, donc je pense que ça a dû venir de là. Et peut-être aussi de certains de mes amis qui m'ont appris leur séropositivité aussi. Et du coup, avec qui j'ai pu en parler, et du coup de manière beaucoup plus intime, et où j'ai appris plein de choses aussi. Ouais. Je propose qu'on examine un peu maintenant les présupposés de ce terme-là, salut, t'es clean, parce que du coup, ça repose quand même sur plusieurs critiques à chaque fois. Il y a en gros 3 cas de figure. Le premier cas de figure, quand on lit tous les messages que vous publiez sur le compte, c'est que si tu es séropositif, c'est que tu l'as bien cherché, et donc il y a ce terme de salope qui revient. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce concept, Fred? Le concept d'être une salope. Qu'est-ce qu'être une salope, s'il te plaît? C'est un peu intime quand même. C'est le truc le plus intéressant finalement. Qu'est-ce qu'une bonne salope? Ce présupposé, pardon. Non, mais après, plus généralement, le slut shaming, c'est ça plutôt? Ouais. C'est quelque chose qui est très ancré dans la société en général. C'est le patriarcat, tout simplement. Et les gays sont des mecs, donc ils sont aussi dans le patriarcat, ils sont aussi sexistes. Et un mec qui a beaucoup de partenaires, qui aime bien se faire prendre à la chaîne dans une backroom, va être dénigré parce que c'est des pratiques. Moi, je les trouve surtout super courageux, quoi. Parce que, putain, Attends, ton tour arrive. Je voulais demander à Thibaut. Ils disent tous. Toi, tu as ouvert ton nouveau compte sur Blue Sky. Pour celles qui ne connaissent pas Blue Sky, c'est les gens qui ne veulent plus être sur le réseau de Elon Musk. Et tu as posté un premier message de santé publique. Alors, il nous a dit, Thibaut, c'est un message de santé publique, c'est « Be a slut if you like ». Ça veut dire soit une salope si tu as envie. Pourquoi c'est un message de santé publique? Ouais, c'était quand même une blague, mais... Moi, je l'ai pris au premier degré, donc...
Mais en fait, ça peut être un message de santé publique parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de la honte et de la culpabilité, comme tu disais, sur leur comportement sexuel. Et que cette souffrance, elle est tout à fait légitime et entendable. Et que, en fait, c'est à la société de changer et pas à eux. Pour eux, c'est du plaisir. C'est la culpabilité qu'on leur impose. C'est une manière de les faire souffrir. Donc oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait ou qui a été établi entre justement cette culpabilité, cette honte et des pratiques à risque avec des drogues qui sont des pratiques parfois pas toujours maîtrisées à 100%, voire avec des addictions? Il n'y a pas de lien établi scientifiquement, non, mais en consultation, on voit des liens souvent, pas toujours. Le lien scientifique qui est établi, c'est que plus on a de partenaires, plus on risque de tomber sur quelqu'un qui a une IST et donc de se contaminer. Après, justement, c'est quand même quelque chose qui traîne dans les têtes des soignants et qui est une porte ouverte au discours de culpabilité ou justement de dire en fait, il faut réduire votre nombre de partenaires. Et c'est un discours qui a été très présent au début de l'épidémie, donc dans les années 80-90, qu'il l'est encore aujourd'hui. On voit pareil, au 190, on voit des personnes nous raconter que leurs médecins leur disent qu'il faut qu'ils aient moins de partenaires ou qui vont intervenir dans la sexualité des personnes. Moi, je pense que c'est aux gens de faire ce qu'ils veulent, de choisir en fonction. On peut les informer sur le fait que ça augmente la fréquence. Mais après, s'ils reviennent tous les mois pour traiter une IST, on leur traite leurs IST. Et voilà, nous, notre rôle, c'est pas de choisir pour eux, c'est d'être là quand ils ont besoin. Et par rapport au chemsex, dans le chemsex, il y a vraiment plein de raisons de consommer différentes. Ça peut être une des raisons. Déjà, ça permet de tenir, justement. En termes de performance, c'est une des raisons. Mais c'est aussi, oui, en effet, une raison d'assumer ou de ne... Enfin, c'est même pas assumer au quotidien, c'est en fait, sur le moment, ne pas avoir besoin d'y penser. C'est pouvoir jouir sans entrave, quasi, je dirais. C'est vrai que c'est intérioriser cette idée quand même que trop de partenaires, l'image qu'on a de nous dans ces moments-là n'est pas forcément porteuse d'une sexualité épanouie parce qu'on le fait et donc on peut aussi prendre des drogues à côté pour oublier le regard de la société. Enfin, c'est une problématique qu'on croise. Be a slut if you like, Tristan, tu l'adoptes comme je l'adopte. Alors moi je suis tout à fait ok pour que les gens soient des salopes, évidemment. Alors c'est quoi la question? Savoir si j'aime pratiquer le sexe à plusieurs et que j'aime... Pas forcément aussi direct, si tu veux nous en parler, on t'écoute. Mais si tu veux plutôt nous parler de... je sais pas, est-ce que le rapport aux drogues, c'est quelque chose que tu vois aussi dans ton entourage? Alors le rapport aux drogues, oui, moi, j'ai certains de mes proches, dont je sais qui ont pour le coup un vrai problème avec le chemsex. Donc ça, moi, je trouve que c'est quand même vraiment un gros problème qu'il y a en ce moment parce que ça fout des vies en l'air quand même très clairement. Après, moi personnellement, c'est pas quelque chose que je pratique parce que j'ai un petit côté un peu fleur bleue et que j'ai ma mère constamment dans ma tête. Donc en fait, vraiment, ça empêche pas. Dès que j'ai un rapport sexuel, elle est là en train de me dire sois pas trop une salope, justement. Donc j'essaie de de la tuer dans ma tête. C'est un vaste procédé. Vous n'êtes pas là pour ça, mais je vous le dis quand même. Et donc, non, moi, je suis une salope, mais vraiment, je pense, très modérée, quoi. En fait, Fred, est-ce que tu vois un lien entre le salut t'es clean et les gens qui disent no chems, pas de plan chems? Est-ce que c'est les mêmes personnes qui peuvent dire ça? Est-ce qu'il y a un lien qui est avéré entre Non, ça? pas forcément, là, pour le coup, parce qu'il y a des gens qui veulent d'une sexualité sans drogue, et voilà, c'est pas... Je vois pas. Donc le deuxième présupposé, après la salope, c'est le danger. Les séropos souhaiteraient transmettre le virus aux autres de manière pour les piéger.
Et ça revient beaucoup dans les messages, c'est quelque chose, voilà, tu cherches à le faire, est-ce que tu peux nous... Ça, je crois que c'est peut-être ce qui est le plus blessant, en fait. Surtout que, en France, 97% des séropos sont sous traitement avec une charge virale indétectable. C'est-à-dire qu'en fait, l'épidémie, aujourd'hui, elle a lieu entre séronègues, c'est-à-dire des mecs qui se pensent sincèrement séronègues, mais qui sont séropos. Donc en fait, ce fantasme du plan-plombe, c'est un truc qui date des années 2000, de l'époque Berbach, etc. Il n'existe plus aujourd'hui. Enfin, ça n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, avec le TASP, c'est-à-dire indétectable égal intransmissible, et la PrEP, les séropos, ils ne peuvent pas transmettre le VIH, en fait. Et donc, cette espèce de fantasme qui réduit finalement la personne séropositive à une espèce de bombe virale, pour moi, c'est le pire, en fait. C'est le truc le plus sérophobe. C'est un fétichisme, en fait, pour moi. Et c'est ce qui fait le plus de mal, je trouve, dans les discussions Grindr. Parce qu'il y a les deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on va dire, on va accuser la personne d'être volontairement un danger, et l'autre cas de figure où on va la fétichiser pour son... Oui, c'est ça. Moi, je dis souvent que mon traitement protège mes partenaires, et mon mari est dans la salle. Il dit souvent que je suis sa capote vivante, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, grâce à mon traitement, mais c'est vrai. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, non? Est-ce que... Ça fait 10 ans qu'on 10 ans. Voilà. Non, mais voilà, nos traitements en tant que séropos protègent nos partenaires. Donc à partir de là, il est où le problème, en fait? Il faut arrêter de réduire les séropos à des virus, en fait. On prend soin de notre santé, on est en charge virale indétectable, point. Voilà. Et puis, une chose importante aussi, arrêtez de demander le statut sérologique de vos plans cul. En fait, on ne base pas sa prévention sur du déclaratif. Parce que peut-être que la personne en face, elle pense vraiment qu'elle est séronègue, elle ne s'est pas fait dépister depuis 3 ans, elle est séropos avec une charge virale hyper élevée. En fait, sa prévention, il faut la prévoir avant le plan cul. Soit en prenant sa PrEP, soit en prenant une capote. Voilà, mais c'est pas sur du... Baser sa prévention sur du déclaratif, c'est dangereux, en fait. Justement, la place de la PrEP, je voulais en parler, donc on va passer à la 3e partie de cette discussion, et après je vous laisse la parole. C'est le rôle qu'a joué ce médicament dans la baisse de la sérophobie. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée de la PrEP a fait baisser un petit peu la sérophobie des gays envers les autres, envers leurs camarades? Alors moi, j'ai pas de chiffres, mais en tout cas, ce que j'observe, moi, dans ma vie, puis avec mes potes, c'est que les mecs sous PrEP sont mieux informés que les mecs qui sont pas sous PrEP, sur le VIH en tout cas. Et du coup, ils connaissent les traitements, puisqu'ils prennent une bithérapie. Donc c'est une partie de médoc que les séropos prennent. Ils connaissent le suivi en santé sexuelle, ils connaissent la charge virale indétectable, et du coup, ils vont être beaucoup plus OK pour coucher avec des séropos que peut-être des séronègues qui ont peur, etc., parce qu'ils sont mal informés. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé, c'est que la PrEP a créé des passerelles entre séronègues et séropos qui n'existaient pas avant. Mais alors la PrEP, ça représente combien de monde, Thibaut, à peu près, enfin voilà, on n'est pas... Mais est-ce qu'on peut donner un peu des chiffres, et aussi peut-être même rappeler comment ça marche, parce qu'on n'a pas tous fait Bac S. Donc en fait... Bac S, pour comprendre. Non mais reparler un petit peu de ce que ça a changé, ce que ça a apporté... dans la sexualité des gens qui l'apprennent, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas du tout encore assez de monde qui prennent la PrEP pour que ça ait un impact suffisant sur les transmissions. Ça les fait baisser, on le voit, mais c'est vraiment pas suffisant. On est à 50 000 personnes au premier semestre 2024. C'est rien, en fait. Je suis très mauvais sur les chiffres. Et la deuxième partie de la question. Comment ça fonctionne? Ah oui, donc la PrEP, c'est une bithérapie. En effet, en un comprimé, ça veut dire qu'il y a 2 molécules dans une gélule. Et ça protège du VIH à 100% quand c'est bien pris. C'est une prévention qui se prend donc avant et après les rapports sexuels. Ça peut se prendre tous les jours comme une pilule ou à la demande en fonction des rapports sexuels ou de l'activité sexuelle ou des moments où on est susceptible d'avoir une sexualité. Donc c'est vraiment très 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 adaptable à la sexualité de chacun, et ça se prescrit vraiment à toutes les personnes qui ont une sexualité dans les populations clés. Quelle que soit la sexualité. Enfin, en fait, nous, ce qu'on a vu quand même, moi, j'ai fini mes études à peu près au moment
ouais, un peu avant l'arrivée de la RTU, donc de la mise sur le marché. Et en fait, j'ai vraiment vu la révolution progressive que ça a posée chez les HSH parisiens. HSH, c'est hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Ouais, les hommes gays et bi ou hétéros qui ont des rapports avec d'autres hommes. Et pour le coup, en fait, ça joue vraiment sur la question de la peur, justement. C'était le premier truc. Moi, ce que j'ai beaucoup vu ou entendu dans les médias ou via les autres soignants ou même dans des assos, justement, c'est que ça désinhibait les personnes qui l'apprenaient sur leur sexualité. Moi, j'ai toujours répété que ça les désinhibait pas, ça leur permettait d'avoir accès à une sexualité normale. Ça leur permettait d'avoir accès à une sexualité sans peur du VIH et donc d'avoir accès à leur sexualité de base. Et c'est en ça que ça a vraiment révolutionné les choses. Après, on a vu aussi plein de manières de l'utiliser ou de la j'allais dire, de détourner le discours justement aussi pour les personnes vivant avec le VIH qui ont pu dire qu'ils prenaient la PrEP parce que c'était plus simple et que du coup ça exposait pas à la sérophobie, mais qu'en même temps c'était une manière de dire qu'ils prenaient un traitement aussi. Donc il y a eu comme ça un truc qui a fluidifié le discours dans la communauté. Et ça a eu vraiment un impact très 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 positif aussi chez les personnes, que ce soit du coup chez les personnes vivant avec le VIH qui sont tous ont tous été, pas tous, mais très contents de cette nouvelle. Et puis les personnes séronégatives qui enfin voyaient aussi leur peur de leur protection insuffisamment fiable à leurs yeux se disparaître de manière... Et parfois, chez des personnes qui ont une sexualité... j'ai des patients qui m'ont énormément touché, sur des personnes qui se bloquaient dans leur sexualité, dans leur pratique, dans l'accès aux partenaires depuis, je sais pas, 40 ans, quand ils ont 60 ans, et qu'on met sous PrEP, et d'un coup, ils découvrent la sexualité. Ça se passe bien, ils ont des partenaires comme ils veulent. Vraiment sur une prescription très simple, des retours de vous avez transformé ma vie sexuelle, vous m'avez changé la vie, des choses qui en médecine sont très gratifiantes, mais qui ne sont pas que grâce à moi justement, et je passe mon temps à le répéter, mais c'est des belles choses. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dis souvent que la PrEP est un outil de libération sexuelle, comme a pu l'être la pilule contraceptive pour les femmes. Et je cite souvent ce cas. J'ai été accompagnateur PrEP communautaire à l'hôpital Bichat en 2016 pendant quelques mois. Et je me souviens d'un monsieur gay de 60 ans qui me disait qu'en fait, il a été traumatisé par le sida parce qu'il a perdu son premier mari dans les années 80 et qu'il n'a pas eu de rapport sexuel pendant 20 ans. Et que grâce à la PrEP, il a retrouvé une vie sexuelle épanouie et que pour lui, c'était vraiment une libération, une révolution. Donc, et effectivement, ce que tu disais, Thibaut, c'est intéressant. Moi, dans mon travail pour Remède, j'ai interviewé beaucoup de séropos gays qui me disaient qu'effectivement, sur les applis, ils préféraient se déclarer sous PrEP parce que, pour le coup, ils allaient choper plus que s'ils disaient qu'ils étaient séropos. Ça questionne aussi, en fait. Ça questionne. Voilà. C'est aussi la question de la charge mentale, de l'éducation dont on parlera juste après. Mais avant, puisque ici, on brise tous les secrets médicaux de Tristan Lopin, tu m'as dit que toi, tu prenais pas la PrEP. Et donc, on a tous envie de savoir pourquoi. Shame. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. Vraiment, c'est juste que ça fait partie de la conversation, parce que on y a accès, on l'apprend pas tous. Et donc, c'est intéressant de savoir... Voilà, où en sont les réflexions. Qu'est-ce que ça t'évoque à toi Ah, mais moi je trouve ça super. La question ne se pose pas dans le sens où moi j'ai un amoureux et que du coup, a priori il va pas avoir ailleurs, sinon je le défonce. Et du coup, en fait, la question s'est pas posée. Et après, avant, quand j'étais célibataire, j'avoue que c'est pas un réflexe que j'ai eu parce que déjà j'avais pas spécialement envie de me médicamenter de manière quotidienne ou pas, parce que je sais qu'il y a différentes manières de la prendre, mais j'avais pas ce réflexe-là. J'y ai pas pensé, et puis tu sais que ça existe. Mais évidemment, je sais que ça existe. Voilà. Non, je n'apprends rien. Non, mais c'est intéressant parce effectivement, c'est pas
il peut y avoir un prisme, on a l'impression que c'est extrêmement répandu dans certains milieux, c'est-à-dire autour de la Maison des Métallos, là je pense tout le 11e arrondissement. Mais par contre, bon, il y a des gens qui ne savent pas forcément encore que ça existe, quoi. Ou alors de loin. C'est pire que ça, c'est que la PrEP aujourd'hui en France, c'est 97% d'hommes. 97% d'hommes, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les femmes n'ont pas accès à la PrEP en France. Donc c'est un vrai sujet. Et puis c'est surtout des hommes urbains, des gays nés en France. C'est-à-dire on n'arrive pas à toucher les gays migrants, on n'arrive pas à toucher les personnes migrantes. Donc il y a un vrai sujet sur le déploiement de la PrEP en France. Ouais. Une dernière question avant de passer la parole à tout le monde, c'est la charge mentale. Donc, puisque du coup notre sujet repose essentiellement sur les personnes séropos qui font le travail d'informer les autres, puisqu'il n'y a plus de campagne publique. En fait, il ne va pas y avoir des campagnes publiques sur le Salut t'es clean, puisque en fait c'est intracommunautaire et que donc ça repose sur vous. Tu me disais dans la culture, en fait, il y a très peu d'exemples contemporains de personnes vivant avec le VIH. Ce que vous montrez, vous, dans Remède, par exemple, qui est une revue spécialisée, tu me disais, les films, tu m'as parlé de la puissance dramatique du VIH, qui fait que toutes les créations sur cette question sont plutôt dans les années 90, même des séries contemporaines comme Pose ou It's a Sin. Et donc, est-ce qu'il y a aussi une responsabilité du monde culturel de représentation pour changer les esprits? Oui, on en parlait ce matin lors de la plénière. Il y a une responsabilité de chaque acteur, en fait, des pouvoirs publics, du monde culturel, mais aussi de vous dans cette salle, personnes séronégatives. On a besoin d'alliés pour faire passer ces messages, qui sont des messages de santé publique. Pour ce qui est de la représentativité, bah oui, on aimerait bien avoir une star séropo du type Teddy Riner, alors je ne suis pas en train de le outer, je ne sais pas s'il est séropo, mais voilà, qui passe au journal de 20h ou qui aille sur TikTok, qui fasse des vidéos, etc. On n'a pas ça aujourd'hui. En fait, le paradoxe avec le VIH aujourd'hui, c'est que c'est une maladie en France qui est contrôlée. On est 177 000 séropos, 97% sont sous traitement avec charge virale indétectable. Donc en fait, on est invisible. Voilà, tout va bien, entre guillemets. Et du coup, on n'est pas visible dans l'espace public, on n'est pas visible dans l'espace médiatique. Et dans les œuvres, c'est le sida des années 80-90, parce qu'il y a besoin aussi de raconter cette histoire et parce qu'elle est importante. Mais aujourd'hui, les producteurs de cinéma, ils vont pas faire un film sur un couple PrEP et le mec séropo où ils s'aiment, ils baisent, ils vont bien. Parce qu'il n'y a pas de puissance dramatique, en fait. On a besoin de voir du drame, on a besoin de... Voilà. Donc ouais, ça pose la question de la visibilité aujourd'hui des séropos qui vont bien. Merci à tous les trois. On va prendre des questions, si vous voulez. Ah, ici. Alors bonjour et merci pour vos témoignages très intéressants. Alors moi je voudrais juste dire que j'ai pas eu de chance. Moi j'ai eu le VIH alors que j'étais avec un copain qui était censé être indétectable mais il prenait pas son traitement. Hein, donc j'ai fait partie des... je suis tombé sur le 3%. Donc c'était pas super cool, mais je voulais revenir surtout en fait sur la PrEP aussi qui ne fait pas baisser le VIH tant que ça en fait, puisque enfin la sérophobie pardon, c'est ce que je voulais dire, parce qu'en fait il y en a aussi qui moi j'ai travaillé sur la PrEP, sur l'étude Prévenir en fait qui est arrivée juste après l'étude enfin voilà bon et du coup j'avais quand même moi des patients, ça faisait 2 ans qu'ils prenaient la PrEP et qui me demandaient encore est-ce que le VIH existe. Donc, ça ne veut pas dire automatiquement, parce qu'il est sous PrEP, qu'il n'est pas sérophobe. Donc, même au contraire, hein, moi j'en ai vu qui me disaient « mais moi je ne couche pas avec des séropos ou des choses comme ça. » Après, j'ai eu aussi des témoignages de mecs qui ne prenaient pas la PrEP parce qu'ils imposaient à leur partenaire la PrEP ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment plein de cas différents. Voilà. Et puis, je voulais dire aussi que c'est aussi très compliqué de parler t'es clean quand on habite au fin fond de la banlieue, hein, parce que c'est vraiment pas les mêmes choses qu'à Paris. Hein. Nous, 190, le spot, c'est très loin de chez nous, hein, ça n'existe pas. Il y a très peu de... à part AIDS, qui est en banlieue aujourd'hui, il n'y a pas d'association qui travaille sur la banlieue, sur les problématiques liées à la banlieue. Hein. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus aussi avec AIDS, où on faisait des apéros, où il y avait du coup les jeunes de banlieue, les jeunes gays de banlieue ou jeunes HSH de banlieue, venaient de parler de leur sexualité et souvent on arrive à les convaincre quand même de
prendre la PrEP pour ceux qui étaient séronégatifs, et ceux qui étaient séropositifs, en tous les cas, essayer de s'accepter eux-mêmes. Donc c'est souvent ça le plus dur. Hein. La première sérophobie, c'est soi-même. Hein. De toute façon, c'est comme l'homophobie. Hein. Donc voilà, merci d'avoir écouté. Il n'y avait pas de questions. Merci Fred, tu voulais réagir? Non, mais je te rejoins, Yann, d'où l'importance de prévoir ses propres outils de protection. Et une chose importante aussi, de ne pas faire de hiérarchie. Je ne suis pas en train de dire que la PrEP, c'est mieux que la capote ou quoi. Chacun choisit l'outil qui est le plus adapté à sa vie, à ses contraintes. Il y a des mecs qui n'arrivent pas à bander aussi. Donc, mettre une capote, ce n'est pas évident. Donc voilà, l'essentiel, c'est de choisir son outil qui correspond le plus à sa vie et de ne pas l'imposer aux autres, en fait. Thibaut, tu avais une réaction peut-être par rapport à ce qu'il dit sur la PrEP? Oui, en effet, il y a beaucoup de parcours. Après, moi, je reste quand même assez persuadé que la PrEP a eu un gros effet. Après, il n'est pas quantifié. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui prennent la PrEP et qui sont sérophobes. Et je pense que c'est une responsabilité complètement partagée et qui vient aussi des soignants. Comme je disais, il y a des soignants qui prescrivent la PrEP à des partenaires de personnes vivant avec le VIH. Donc, ça entretient ça entretient la peur et ça coupe le dialogue, en fait. Moi, je dis quand même souvent aux personnes que, justement, s'ils ont un partenaire qui a un accident de préservatif, par exemple, et que si le partenaire leur dit qu'il est séropo ou vivant avec le VIH et avec une charge virale indétectable, ils n'ont pas de souci à se faire. Et ils me disent, mais vous me dites la confiance, on ne doit pas se baser là-dessus. Et là, oui. Oui. En fait, dire qu'on vit avec le VIH et qu'on a une charge virale indétectable, c'est pas la même chose. Et pour le coup, ce discours-là à adapter chez les soignants, il est très compliqué. Enfin, les soignants, ils n'avancent pas aussi vite que ça, quoi. Et justement, nous, on est au contact direct du terrain. On fait parler les personnes qu'on voit. Et du coup, on entend leurs histoires, les expériences, et on fait aussi quelque chose de ça. Mais les soignants qui voient deux hommes gays ou bi dans le mois ou dans l'année, clairement, ils n'ont pas ce savoir-là. Ils n'avancent pas aussi vite. Après... Sur la question de la banlieue, nous, on est quand même, justement, on a quand même une grosse proportion on a majoritairement des personnes d'Île-de-France, même de Paris, mais justement, on touche toute l'Île-de-France, on touche même plus loin, et ça, c'est important pour nous, et on veut continuer à renforcer ça, on veut continuer à faire plus d'aller vers pour aller, chercher les gens, et c'est un enjeu, en fait, de centraliser. De toute façon, le système de santé aujourd'hui centralise tout. Donc, on a développé depuis le Covid aussi beaucoup la téléconsultation. Et puis, dernier truc, les soignants n'ont pas tous le même discours quand ils prescrivent la PrEP. Il y a des soignants qui accompagnent la PrEP et il y a des soignants qui parlent juste de comment il faut la prendre, point barre. Parler de U égale U quand on prescrit la PrEP, c'est hyper important. Parler du TPE quand on prescrit la PrEP, c'est tout aussi important que quand on parle du préservatif. Et c'est pas suffisamment fait. Enfin, clairement, on le voit sur le terrain, c'est pas suffisamment fait. Après, pour les médecins qui prennent moins de temps, on leur fait leur temps de consultation pour la PrEP. Au tout début, c'était 30 minutes. Aujourd'hui, ça s'approche des 10 minutes à peu près. Vraiment, ça devient très compliqué dans certains hôpitaux. Oui, les hôpitaux, mais en fait, la PrEP, c'est majoritairement les médecins généralistes, même maintenant. Et pour le coup, les médecins généralistes, ils n'ont aucune revalorisation de ces consultations-là. Ça reste la consultation à 25 €, que ce soit à 5 minutes ou 3 quarts d'heure. Et au départ, même, justement, les premières consultations PrEP, c'était 3 quarts d'heure. Donc, vraiment, c'est en termes de rentabilité, de possibilité de faire ces consultations pour les généralistes, c'est pas vendeur. Une autre question? Ouais, merci à tous les trois. Vous avez parlé de stigmate social. On a entendu des choses qui peuvent être très très violentes du coup. On sait que malheureusement ça peut être encore plus violent. Il y a stigmate social, mais il y a aussi la criminalisation. Alors aujourd'hui en France on n'y est pas, heureusement. Mais aux États-Unis, je crois que c'est le cas. En tout cas, j'ai entendu il y a quelques années l'histoire de
quelqu'un qui était indétectable et donc il n'y avait absolument aucun risque de transmettre le VIH, qu'il n'avait pas dit à sa partenaire. Sa partenaire l'a découverte, il lui a mis un procès. Il s'est retrouvé avec une mention délinquant sexuel sur son permis avec interdiction d'approcher les écoles et les parcs à moins de 500 mètres, enfin des choses très violentes qui n'ont aucun sens. Voilà. Comme on a un peu, des fois, tendance à suivre les États-Unis avec quelques années de retard, comment est-ce qu'on peut prévenir ce genre de choses en France, surtout vu les réactions qu'on voit déjà sur les réseaux face au VIH? Mais c'est pas que les États-Unis, hein, c'est au Canada, c'est même en Belgique. Il y a eu des procès en fait d'exposition à la transmission du VIH, c'est-à-dire des personnes sous traitement en charge virale indétectable qui ont eu des rapports sexuels avec des personnes séronégatives. Il n'y a pas eu de transmission, mais il y a quand même eu un procès. Donc je ne sais pas si vous imaginez le truc, quoi. Bon, en France, heureusement, on n'en est pas là. Je crois qu'on est quand même plutôt protégé à ce niveau-là, au niveau législatif. Après, si on a un gouvernement d'extrême droite, il faudra que effectivement les assos soient vigilantes et fassent un plaidoyer à ce niveau-là. Ouais. Une dernière. Sinon, on peut laisser le mot de la fin à notre ministre de la Santé, Tristan. Ah oui. Pardon. De gens qui prenaient la PrEP. Non. 97%. D'hommes qui prenaient la PrEP. Oui. Oui. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a une étude faite sur les proportions de l'âge de ces gens qui prennent la PrEP? On est sur 36 ans. Ah oui, parce que moi je relis ça à mon âge, dont j'ai déjà parlé ce matin, c'est que j'ai 71 ans, je suis séropo depuis 38 ans, etc. Je vais dans des lieux, je rencontre des gens de mon âge, et parce qu'on est toujours vivant, il y a ce qui mériterait aussi d'être étudié actuellement, peut-être, chez nous, une relâche totale. On a passé le plus gros, 71 ans, bon voilà. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que moi je vois que les gens, c'est comme avant, hein, c'était même qu'avant le sida. Il y a une relâche totale, et il y a dans ces lieux des gens beaucoup plus jeunes qui, eux, après, vont subir l'éventuelle contamination. En fait, encore une fois, c'est à chacun de prévoir son outil. Peut-être que la personne plus jeune, elle est sous PrEP ou elle est séropo avec une charge virale indétectable. Mais moi, je pars du principe que c'est un rapport sexuel entre deux personnes adultes consentantes. La responsabilité, elle est partagée, en fait. Et puis, en fait, sur la PrEP, on voit clairement beaucoup de personnes qui comptent sur la PrEP des autres. Et ça, c'est très, très problématique et c'est un effort qu'on doit faire. Après, moi, justement, je me répète, mais pour moi, c'est pas une relâche. C'est un retour à la sexualité. Et pour le coup, cette sexualité-là, il faut la prendre en compte, il faut la considérer telle qu'elle. Il faut, enfin, en fait, les risques qu'il y a derrière, on peut les réduire sans modifier la sexualité ou sans modifier la question de la libido ou du nombre de partenaires ou de la place que prend la sexualité. Et la question, elle se pose autrement, c'est est-ce que votre sexualité vous convient telle qu'elle est? Parce qu'il y a aussi beaucoup de pression à avoir une sexualité foisonnante. Le sexe, c'est bien, il faut... Enfin, paradoxalement, c'est pas bien d'être une salope, mais dans la communauté gay, si on n'a pas un nombre de partenaires conséquent, on n'est quand même pas, enfin, on n'est pas assez bien pour les autres, quoi. Donc, et puis ça joue sur la confiance en soi. Donc voilà, il y a des enjeux qui se recroisent. Repartir de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous conviendrait dans votre sexualité, c'est hyper important. Et il y a très peu de gens qui se posent cette question-là, parce que quand on la pose en consultation, très très souvent, ça tombe sur rien, en fait, on ne sait pas. Dernière question, après on doit arrêter. Eh bien, merci à vous trois. Merci à la mère de Tristan Lopin, qui sera maintenant dans chacun de nos rapports sexuels. Merci beaucoup, on se retrouve après. Merci beaucoup. Je faisais un tribute à ta mère, parce que maintenant je vais penser à ça tout le temps. Ah non, arrête. Elle est super sympa en plus.